BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois celle qui a enflammé la bourse aujourd'hui. Bonsoir Sophie Bellon. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du conseil d'administration, directrice générale, bref la PDG de Sodexo, numéro 2 mondial des services collectifs. Groupe créé par votre père, donc c'est un groupe familial, et vous avez repris les rênes il y a quelques mois. Vous avez affiché un plan stratégique extrêmement vigoureux, on va dire, et on en voit les résultats aujourd'hui. Première, vous avez surpris tout le monde en annonçant des bons résultats, ça c'est une surprise relative, mais surtout vous avez annoncé que vous allez faire un spin-off autour de toute une partie de votre activité qui représente grosso modo 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à un chiffre d'affaires de 21 milliards sur 2022 et 12 milliards sur l'exercice. Vous avez un exercice décalé sur le premier semestre. Vous allez donc scinder toutes les activités de titres restaurants et de chèques cadeaux. Pour ça que vous avez été la vedette de la bourse, plus de 11% aujourd'hui, ça a beaucoup séduit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce spin-off qui a surpris un peu tout le monde? Alors en fait, effectivement, on a annoncé cette nouvelle ce matin. La bourse a bien réagi, déjà a bien réagi aux résultats. Donc on était contents parce que je rappelle qu'il y a 2 ans, on disait que nos métiers étaient morts, les métiers de restauration, et donc pas du tout. D'abord, un premier signe, les bons résultats, à la fois dans nos activités dans la restauration et les services de facility management. On y reviendra dans le détail parce que c'est très sur intéressant. Avantages et récompenses, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 24%, une marge proche de 32%, donc supérieure à ce qu'on avait prévu. Et pourquoi? Métier très rentable. Parce qu'en fait, ce sont 2 activités qui sont assez différentes. Sur l'une activité, vous avez 417 000 personnes qui, au quotidien, délivrent des services de restauration, de nettoyage, de maintenance. Et puis, d'un autre côté, vous avez une équipe de 5 000 personnes qui, vous avez parlé de 500 millions, c'est un peu plus. On était autour de 800 millions de chiffres. Ah bon, moi, j'avais 508 millions, vous voyez, pour être Et précis, en fait, pour le premier semestre. Oui, c'est ça, pour le premier semestre. Pour le premier semestre. Et donc, on pense atteindre à peu près 1 milliard pour l'exercice total. Et donc 5000 personnes avec des profils très marketing, digitaux, commerciaux, financiers, et qui génèrent aujourd'hui 25% du résultat de l'ensemble du groupe, alors qu'ils ne représentent que 5% du chiffre d'affaires. Du reste, ça crée quelques inquiétudes par rapport à votre activité principale. On va y revenir. C'est pas, mais en fait, du coup, pourquoi ce spin-off et pourquoi cette décision? Parce que je pense que cette entité a besoin d'exister par elle-même, d'autonomiser, de l'autonomiser, de trouver une agilité, d'avoir sa propre gouvernance, d'avoir la possibilité aussi que l'on motive les collaborateurs de manière spécifique et appropriée. Et je pense que le plan qu'on a présenté effectivement au Capital Market Day en novembre l'année dernière, ça va être le moyen aussi de l'accélération de la mise en place de ce plan qui ne va pas changer, mais qu'on va pouvoir mettre en place de manière très dynamique. Cette opération, comment ça va s'appeler, ce spin-off, cette activité, ce groupe que vous allez mettre en bourse? Pour le moment, alors en fait, un spin-off, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque actionnaire de Sodexo a une action. Demain, le jour où on va faire le spin-off, chaque actionnaire se retrouvera avec 2 actions. L'action Sodexo plus l'action de ce qu'on va appeler aujourd'hui la NewCo, enfin la nouvelle société. Voilà, donc un spin-off, c'est pas un rachat, c'est pas Sodexo ne va rien recevoir. Par contre, chaque actionnaire va être demain détenteur de 2 actions, avec une activité restauration et facility management, et d'un autre côté les services. Et notamment à vous, la famille Bellon, parce que vous avez un peu plus de 47% en termes de capital, évidemment plus de 50% en termes de droit de vote. Mais donc il y aura 2 actions, on aura une action. Demain, voilà, la famille. Et demain, c'est quand?
Alors demain, on a parlé de 2024. Oui, bah, 2024. Alors c'est un projet, hein, parce qu'évidemment, ce genre de projet, il faut que ce soit soumis aussi à l'avis de nos partenaires. Et puis, c'est un projet où il y a un certain nombre de sujets en termes fiscaux, légaux, informatiques, sur les RH, voilà. Et donc, on va mettre en place des groupes de travail sur le sujet et pendant plusieurs mois. Oui. Exactement. Ça sera forcément, d'après ce que vous avez décidé, là, forcément une introduction en bourse. Ça va être listé, oui, ça va être sur quel marché ? Pour le moment, on n'est pas, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont pas décidées, donc on a encore beaucoup de sujets sur lesquels il faut que l'on travaille. Ça sera, évidemment, ça dépend des marchés. Non, mais ça va être l'objectif, c'est d'être à Paris. Oui. Vous allez, ça sera parce que c'est courant 2024, mais vous visez plutôt le premier semestre, à la fin de peut-être à la fin justement de votre exercice, puisque vous avez un exercice décalé. On a dit 2024, et notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Parce que, évidemment, plus on ira vite et plus ça sera satisfaisant pour tout le monde. La valorisation, là, il y a des analystes, je regardais, qui disaient ça vaut grosso modo, là, certains disent 4,8 milliards, certains un peu plus, un peu moins. C'est dans cette épure-là, en tous les cas, ce que vous pensez, Sophie Bellon ? En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est pas tellement de chercher quelle est la valorisation. L'objectif, c'est important quand même. C'est important, mais à court terme. Mais en fait, nous, on est dans une dynamique moyen et long terme. Et on a une stratégie pour BRS, pour nos services avantages et récompenses. Et on est persuadé que de faire ce spin-off, ça va nous permettre de mettre en œuvre cette stratégie plus rapidement. Et donc, la valorisation, au jour J, on verra ce qu'elle sera. En tous les cas, déjà, la réception de la nouvelle a été bonne. Donc, en termes de valorisation, voilà, c'était positif. Mais au jour J, elle sera ce qu'elle sera. Et l'objectif, c'est de mettre en place la stratégie. Et après, effectivement, quand vous avez ce qu'on appelle des pure players, des acteurs plus spécialisés sur chacun des métiers, les investisseurs, en termes de valorisation, privilégient cela plutôt que quand vous avez vous pensez que ça sera bon parce que du coup ça vous fait aujourd'hui, par exemple, vous avez retrouvé, vous avez franchi la barre des 100 €, vous avez retrouvé le cours que vous aviez avant la crise de la Covid. C'est la première fois que ça vous arrive, quoi. Donc vous étiez descendu jusqu'à 50, donc là vous retrouvez, c'est votre objectif quand même, c'est de valoriser le cours de bourse et de Sodexo principal et puis de la nouvelle entité ensuite. Tout à fait, et surtout de valoriser le travail de nos équipes, hein, parce qu'on est dans un métier de service et en fait, on s'est rendu compte pendant la crise qu'heureusement que des personnes comme nos équipes étaient là, et donc voilà, et ça valorise nos métiers, c'est une bonne chose. Je le rappelle, Sophie Bellon, c'est que vous avez pris les rênes, il y avait un directeur général, hein, donc il y en a eu un. Puis il est parti, vous l'avez fait partir. Il y a eu un autre que vous avez aussi fait partir. Et puis et finalement, vous avez repris les rênes, et on voit de main de maître, vous avez repris les rênes de Sodexo. La question, c'est pourquoi maintenant ? Par exemple, Accor a fait ça avec Under the Red, c'était en 2010. Pourquoi maintenant ? Écoutez, bon, déjà, comme vous l'avez dit, d'abord, il y a Michel Landel qui a été directeur général de Sodexo pendant de nombreuses années. Il est parti à la retraite. Les noms, je voulais pas. Il est parti à la retraite. Et ensuite, effectivement, on a eu un autre directeur général. Bon, et il est parti. Voilà. Et en fait, moi, ça fait 18 mois que j'ai repris la direction générale de Sodexo. On a fait une analyse stratégique très approfondie globalement, et notamment aussi sur cette activité, et on a exploré différentes options pour l'autonomisation de l'activité. Et en fait, après une tentative, je pense que vous vous rappelez que l'année dernière, on avait eu la tentative de faire entrer un investisseur. On n'a pas trouvé que c'était la bonne option. Et maintenant, voilà, le conseil d'administration hier a décidé que c'était le bon moment et que c'était le moment de faire. Il n'y aura pas l'entrée d'un partenaire à l'occasion de ce spin-off, est-ce qu'il n'y aura pas l'entrée d'un partenaire? Non, ça sera en fait, la bourse, la famille Bellon, exactement. voilà, et coté en bourse. Tout à fait. Et vous allez rester majoritaire?
on va rester un actionnaire important. Aujourd'hui, on n'a pas le détail, vous voyez. Oui, mais enfin, vous pouvez souhaiter, puisque c'est votre famille. Est-ce que c'est à peu près comme ce que vous contrôlez le groupe, enfin la société Bellon & Sarr? On va rester un actionnaire de référence, et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est trop tôt pour vous dire, voilà, mais en tous les cas, l'objectif, c'est de rester un actionnaire très important, de rester impliqué. Mais c'est donc d'avoir plus de 50% en tous les cas en termes de droit de vote? Mais ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi ça dépend? C'est trop tôt. Oui. Ça dépend de comment on va structurer le deal et de plusieurs éléments. Alors, certains disent, en fait, que cette branche BRS, comme vous l'appelez dans votre jargon, oui. J'espère que vous avez trouvé un autre nom pour la cotation en bourse, elle était très rentable, elle avait une croissance de chiffre d'affaires très forte, très soutenue, plus que la partie, évidemment, service sur site, les cantines, tout le nettoyage, tout ce que vous avez listé tout à l'heure, qui est quand même le navire amiral, hein, parce que c'est plus de 400 000 salariés. Est-ce que cette division, elle souffre, elle a souffert plus évidemment que la division que vous allez introduire en bourse, qui avait un rythme très soutenu. Et donc, on disait que ça cachait un peu l'arbre, la forêt derrière l'arbre. Voilà. Alors déjà, pour nos activités, donc avantages et récompenses, c'est d'abord, là, on a une croissance très soutenue. Oui, ça d'accord, mais je parle de la... Non, mais en fait, quand vous dites elle a toujours été soutenue, ça n'est pas vrai. Enfin, il y a eu une période plus difficile, mais là, où elle était plus ralentie. Là, c'est vrai qu'elle est très soutenue. D'abord, sur deux sujets, par notre plan, mais aussi par le fait qu'il y a de l'inflation et du coup, ça nous augmente la valeur faciale de chaque titre. Par exemple un titre restaurant, et aussi par les taux d'intérêt qui ont augmenté, et du coup ça nous augmente énormément nos revenus financiers. Oui, mais en 24% fait, quand même, contre seulement 31,9%. Vous voyez, donc il y a vraiment un avantage comparatif, on veut dire, pour la branche BRS. En ce moment, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a pas de l'opération de vérité pour tout ce que la branche... Non, parce qu'en fait, ça fait déjà un moment le Sodexo, quoi. Ça fait déjà un moment qu'on publie, voyez, à la fois les chiffres pour l'activité avantages et récompenses et aussi pour le reste de nos activités. Et en fait, je pense que c'est quand même deux modèles différents. Effectivement, la marge, elle est plus élevée, mais on a quand même sur ce que vous appelez le navire amiral, c'est quand même une activité qui mobilise énormément de personnes. Et, où les marges sont plus faibles. Les marges sont plus faibles, mais bon, ça fait partie justement... Surtout avec l'inflation. Ça fait partie du modèle, et ça va nous pousser à être encore plus ambitieux justement pour continuer à améliorer nos marges et à continuer à croître aussi sur cette activité. Et ça va nous permettre de nous focaliser aussi. Cette activité est en forte transformation. On avait dit il y a 2 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, cette activité est morte. Elle ne l'est pas du tout. On a eu 18% de croissance, 13% de croissance interne. Donc au contraire, ça va nous permettre de nous concentrer sur cette activité et de continuer à la transformer. La marge est de 5%. La marge de BRS, elle est de 50%. Oui, mais aujourd'hui... 31%, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, il y a des activités. En fait, la marge de BRS, pourquoi est-ce qu'elle est 31%? Parce qu'on a un volume d'affaires qui n'est pas comptabilisé, et le chiffre d'affaires, c'est simplement les revenus financiers, les revenus opérationnels, les revenus des affiliés, et donc c'est ce qui fait que la marge est très élevée. Alors, on va revenir dans un instant sur l'impact de l'inflation. Évidemment, le coût des matières premières, il a impacté votre activité des cantines, de services sur site. Juste un point important, parce que ce plan stratégique que vous avez présenté fait que vous étiez dans 83 pays, vous êtes passé à 53 pays, une présence très forte aux États-Unis et en Inde, qui sont vraiment des terres de développement. Vous avez abandonné des activités, par exemple comme les crèches. Oui. Est-ce que vous allez faire d'autres choix stratégiques, je veux dire aussi structurants pour Sodexo? Aujourd'hui ou hier, en conseil d'administration, on en a fait un. Je pense qu'on est dans un monde qui bouge très vite. Et c'est vrai que le choix, par exemple, les États-Unis, c'est un pays très important pour Sodexo, avec 45% du chiffre d'affaires. On a plus de 130 000 personnes. On a une très bonne croissance aussi aux États-Unis. La marge la plus élevée du groupe, avec 6,6%. C'est un pays où on est présent à la fois dans les entreprises, mais dans les hôpitaux, dans les maisons. Les grandes universités américaines
grandes universités. Ouais. Donc on est très gros dans les grandes universités. Et donc on voit qu'aujourd'hui nos offres se transforment. Nos consommateurs veulent des offres multicanales, des offres plus premium, beaucoup plus végétalisées. Et en fait là, on a aux États-Unis des offres telles que Good Eating Company ou Nourish, c'est une unité de production où on livre tous les jours des repas. Parce que les entreprises, elles se sont beaucoup plus transformées encore que chez nous avec l'impact du télétravail. Donc vous devez vous adapter. C'est-à-dire que la cantine telle qu'on nous on l'a connue, c'est un peu fini aujourd'hui. En tout cas, c'est plus que dans la jeune génération. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos clients qui peut-être avant discutaient plus les prix, tout ça, maintenant reviennent nous voir, et notamment les entreprises de la tech aux États-Unis, et nous disent aidez-nous à faire revenir les collaborateurs sur les sites. Et donc, en fait, ça nous pousse à aller vers des offres beaucoup plus premium. Par exemple, Good Eating Company, qui est une marque qu'on avait achetée en Angleterre et que là, on est en train de développer sur la côte ouest. J'ai des contrats comme Salesforce, LinkedIn. Voilà, c'est une offre très premium avec 70% de recettes véganes ou végétariennes. Vous me direz, ça coûte moins cher. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment... c'est très qualitatif, c'est très avec beaucoup de goût. Et la dernière fois, quand je suis allée visiter les équipes, on m'a fait manger un bon cookie à l'américaine, une bonne mousse au chocolat. Puis après, on m'a dit c'était une mousse au chocolat végane. J'ai dit ah bon, je me suis pas rendu compte. L'Inde, un mot quand même sur l'Inde, où vous avez, je crois, 40 000, 50 000 salariés. Alors en Inde, et pourtant, on a l'impression que le niveau de vie est quand même très bas, que les gens n'ont vraiment pas de quoi manger. En fait, on est en Inde depuis 25 ans, donc ça a été un choix depuis longtemps. On est en Inde à la fois sur nos activités avantages et récompenses et à la fois sur nos activités de restauration et de FM. On est le premier sur le secteur dans les deux activités. On a un objectif de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2025. On a des grands clients comme Google, comme SAP. D'ailleurs, je vais en Inde à la fin du mois. Vous n'êtes pas en Chine avec le président, mais vous allez en Inde. J'étais invitée en Chine, mais vous voyez, je ne pouvais pas être avec vous. Et oui. On est très heureux que vous ayez préféré venir ici. Et j'avais quelques nouvelles à annoncer au marché. Voilà, donc j'ai pas pu aller en Chine. Mais du coup, je vais en Inde à la fin du mois. On a des clients comme SAP, Google. On a aussi des clients locaux comme Tata. Et en fait, c'est un marché très important. C'est un marché où il y a beaucoup d'innovation et beaucoup de potentiel. Mais le prix d'un déjeuner là-bas, c'est quoi? Tout à fait. Le prix d'un déjeuner, il est 7 ou 8 fois inférieur à ce qu'on peut trouver en Europe ou en Amérique du Nord. Mais par contre, c'est très important. Vous voyez, par exemple, Google dit qu'il licencie 10 000 personnes et puis après 11 000 personnes. En fait, nous, on vient de signer un contrat Google sur la zone APAC, à la fois en Inde, à la fois aux Philippines. Et c'est des très gros contrats. Donc, c'est très important d'être sur ces marchés. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être extrêmement mobile, parce qu'il faut s'adapter tout le temps. Ça fait 25 ans qu'on est en Inde, donc ça a été quand même un choix stratégique. Pris il y a longtemps. Oui, parce qu'en fait, nous, on est dans un métier, vous savez, on est des femmes et des hommes qui s'occupent d'autres femmes et d'autres hommes. Donc c'est vrai que quand vous avez un pays qui fait plus d'1 milliard d'habitants, on a intérêt à être présent. Attention, le temps passe très vite, Sophie Bellon, surtout avec un groupe comme le vôtre. Une question quand même. Vous avez sur l'inflation a forcément un impact sur vos marges, non? Alors on peut dire on fait des recettes véganes sans viande, sans poisson, mais quand même il y a forcément un impact. C'est difficile de négocier avec les contrats publics puisque vous êtes dans les hôpitaux, vous êtes dans les écoles. J'imagine que c'est pas là où vous pouvez de nouveau augmenter les prix. L'inflation a effectivement un impact important sur nos marges. À la fois voilà, les salaires qui ont beaucoup augmenté donc sur nos frais de personnel, mais aussi sur les denrées alimentaires. Donc cette année, sur le premier semestre, on a réussi à passer dans nos contrats plus de 5% d'inflation, mais ça ne suffit pas. Donc du coup... De nouvelles hausses prévues. Ça ne suffit pas pour compenser l'inflation totale. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ?
on s'adapte, on adapte notre gamme de menus, on change certains produits, surtout quand il y a des ruptures de stock. Donc voilà, donc nos équipes travaillent énormément là-dessus. Encore un mot très important, je voudrais qu'on dise un mot aussi sur les seniors, parce que vous avez fait un rapport, je crois qu'il y a 2 ans, c'était Edouard Philippe qui vous l'avait commandé, avec des tas de recommandations. Puis évidemment, on voit bien là encore avec la réforme des retraites, rien n'a été, ça n'a pas du tout été suivi les faits. Vous êtes partenaire des JO 2024. C'est vous qui allez, vous devez livrer, je crois, 40 000 prestations. Vous allez nourrir 15 000 athlètes. Tout à fait. C'est gigantesque, non ? C'est gigantesque. Comment vous allez faire ? C'est très excitant. On est déjà, ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille. Là, par exemple, depuis le mois de mars, on est en train de recruter parce qu'il nous faudra 6 000 personnes. Et vous les trouvez ? Vous les trouvez ? Alors déjà, pour le moment, on est en train de recruter en interne chez Sodexo. Donc de mars à juin, on fait donc ces recrutements. Et vous savez, on a des personnes chez nous qui sont très très enthousiastes et qui sont prêtes à arrêter leur job pendant quelques mois pour travailler sur les JO. Et puis, une fois qu'on aura fait cette première sélection en interne, on ira, à partir du mois de septembre, rechercher des personnes en externe, parce que les JO, c'est toujours quelque chose de très, très motivant. Et vous avez un cahier des charges extrêmement strict. Il faudra la cuisine durable, origine française pour 80% des aliments. Oui. On nous a demandé, en fait, Paris 2024 nous a demandé de diviser par 2 l'empreinte carbone des repas pour ces Jeux. Donc en fait, ça veut dire qu'on s'est engagé à faire 32% des plats seront végétaux au village des athlètes, 60% pour le public. On s'est engagé aussi à avoir 100% de produits français pour les fruits, légumes, la viande et les produits laitiers. Donc une feuille de route quand même très... On s'est engagé aussi sur la lutte contre le gaspillage. Compétitive, on va dire. Très compétitive, et je pense que c'est aussi grâce à ça que l'on a gagné, en fait, par rapport à tous les engagements que l'on a pris. 2 questions, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps. Rapport sur les seniors. Ce que vous dites quand même, c'est un peu idiot. Moi, j'avais fait toute une liste de recommandations. Enfin, vous étiez 3 à le faire. Et avant moi, d'autres, parce que moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé ce rapport, j'ai beaucoup échangé avec les personnes qui avaient fait des rapports avant, et c'est vraiment dommage, effectivement, que pendant toute cette discussion, ça n'ait pas été, et c'est resté dans le placard, ça n'a pas été utilisé. Il y a quelque chose. D'abord, moi, j'avais commencé par dire, on ne parle pas. C'est pas la peine de parler de seniors, il vaut mieux parler de travailleurs expérimentés, collaborateurs expérimentés. Il faut changer de mindset. J'avais dit, c'est un changement culturel. Il faut continuer à former les gens. Je m'étais rendu compte que à partir d'un certain âge, les collaborateurs n'étaient plus formés. Il faut aussi, quand on arrête de travailler, il faut aussi pouvoir passer à la retraite progressivement. Il faut des contrats plus flexibles, peut-être passer d'un job à un autre job. Rien n'a bougé. Il suffisait de lire votre rapport, le rapport précédent, le rapport encore précédent, etc. Juste 30 secondes. C'est un peu le retour de l'actionnariat familial, en tous les cas. On voit avec vous, avec Belon, on voit avec LVMH, on voit... c'est-à-dire que quand on regarde le CAC 40 en France, je pense que c'est une spécificité française. Il y a quand même beaucoup d'entreprises familiales qui marchent très bien. Et donc, je pense que c'est une fierté pour ces familles, mais c'est aussi une fierté pour les collaborateurs, parce que je pense que l'entreprise familiale, c'est l'entreprise dans la durée, à moyen, à long terme, et voilà, et pas regarder les choses à court terme. Et c'est important, et c'est le long terme, la stratégie à long terme, les valeurs. Merci beaucoup. Sophie Bellon était notre invitée, donc vous l'avez compris, la PDG, la présidente du groupe Sodexo, avec ce beau cadeau, ce chèque cadeau fait à la Bourse de Paris. En tous les cas, un chèque cadeau en 2024. Vous reviendrez nous voir pour nous dire combien, comment. On verra tout ça. Bonne soirée.